L'année est 1986. Le réalisateur, Francis Ford Coppola. Pour la dernière fois de sa carrière, Nicolas Cage va participer à un des films de son oncle, dans une autre histoire que chez nous, on aime vraiment beaucoup, parce que ça parle de lycée et de shenanigans de jeunes d'Amérique. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Bonjour à tous, je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et c'est mon grand plaisir de dire allô à mon Julien Asunsao. Salut Julien. Salut. Mes chers, vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage par pur plaisir. Et cette fois-ci, apparemment, Peggy Sue s'est mariée. Ouais, donc troisième Coppola. J'ai l'impression un peu de faire un Citizen Coppola plutôt que Citizen Cage des fois, mais a priori c'est le dernier. Enfin, en tout cas c'est le dernier, pas le dernier Coppola, mais le dernier Francis Ford Coppola. Il faut être précis parce que on reparlera d'un autre Coppola dans quelques films. Donc Peggy Sue got married, Peggy Sue s'est mariée en français, ils sont pas besoin de traduire de manière trop différente. Ils sont pas embêtés, ouais. Non, bah ils ont raison, c'est ce que ça veut dire. Donc film américain de 1986, réalisé par Francis Ford Coppola, avec Kathleen Turner, Barry Miller, Catherine Hicks, Joan Allen et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc tu l'as évoqué déjà, ça parle, on retourne un petit peu dans le lycée, mais cette fois en fait on est en 1985. Et on retrouve une ancienne classe, la classe 1960 du lycée Buchanan. Donc là, on est plutôt dans une logique de réunion avec tous les anciens. Donc c'est leur 25e réunion. On a Peggy qui était très populaire en 1960, qui se retrouve à nouveau reine de la soirée avec pour partenaire son mari Charlie, le rocker. Mais alors eux qui étaient si brillants et qui semblaient s'aimer pour toujours, là ils sont sur le point de se séparer. Mais revoyant son mari un petit peu, ça lui a refait penser à la bonne époque. Et elle retombe amoureuse, elle s'évanouit et on va s'enfoncer dans son rêve et puis revivre ces années de gloire. Pour vous les auditeurs, histoire de comprendre un peu plus, si vous avez jamais écouté Citizen Cage, ici on parle du film un petit peu avant d'avoir vu le film. Au début. D'avoir vu le film ou avant de le revoir, parce qu'il y a certains films qu'on a déjà vus dans notre vie de cinéphile, on va dire. Ouais, j'espère. Bon, ouais. Là, c'est pas le cas, malgré que on n'est pas sur son réalisateur n'est pas la première personne venue, mais alors ouais. Voilà, on a un petit peu honte, mais. À chaque fois que j'entends parler d'un nouveau film de Francis Ford Coppola, je me rends compte, j'ai juste vu Apocalypse Now et le parrain en fait. Le reste, j'y connais rien. Et je sais absolument rien sur ce film-là, vraiment. Là, je sais juste que Nicolas Cage joue le mari du personnage principal. Je sais qu'il y a une espèce de délire de voyage dans le temps, parce que c'est pas vraiment un flashback, parce qu'elle retourne plus ou moins dans le temps. Enfin, elle retourne dans le temps. Elle a l'impression d'être retournée dans le temps, mais avec la mémoire des années 85. J'ai aucune idée. En plus, je sais même pas si c'est eux qui jouent eux-mêmes quand ils sont jeunes et quand ils sont vieux. Je suppose, j'espère. Je ne peux pas t'aider. Bah, en vrai, j'espère, parce que sinon, ça veut dire que Nicolas Cage, on va le voir 3 minutes au début, puis ce sera fini. Donc, pour être honnête, je suis complètement clueless de ce film-là. Et, tu sais, comme toujours, c'est quand même un film de Francis Ford Coppola, donc j'ai quand même hâte de voir ça. Puis, tu sais, on est un peu dans notre élément. C'est Citizen Cage, on parle de Nicolas Cage et de films de prom, apparemment. C'est ça qu'on fait. Ça faisait longtemps, ouais. Ça faisait quoi, 2 films ou 3. Je vais être honnête avec toi, j'espère que c'est le dernier. J'espère qu'on arrive à la fin. On verra bien. Après, film d'étudiant par Coppola, c'est peut-être mieux que ce qu'on a eu avant. On verra. En tout cas, si Nicolas Cage joue son rôle jeune et vieux, j'ai envie de voir comment il a géré ça. Bah ouais, voilà. Puis ouais, en vrai, ouais. Ça, c'est le genre de truc qui arrive régulièrement maintenant dans les films et qu'on sait vraiment bien gérer avec le maquillage évidemment, mais même avec les effets de synthèse, des choses comme ça. On voit souvent ça, alors qu'avant on avait tendance à prendre des acteurs différents. Mais à l'époque, c'était peut-être moins habituel, donc
Voilà, à voir comment ils ont géré ça. On peut essayer de remettre ça en perspective si on veut. Hein. Si on veut, c'est un film qui est sorti en 1986, pardon, et le meilleur film de cette époque qui sait gérer le maquillage, comme tu dis, c'est Retour vers Futur 2, qui est sorti en 1989. Donc je m'attends à ce que ce soit plus pourri que Retour vers Futur 2. Donc on verra bien. On verra bien. Ouais. Surtout qu'en 25 ans, bon, je sais pas si... Tu peux changer, ouais. Oui, tu peux changer beaucoup. Mm-hmm. Et en même temps, peut-être pas assez pour prendre des acteurs différents. Donc à voir, on regarde ça? Eh ben allez, on se regarde ça. You're gonna blow it, Peggy Sue. No one treats Charlie Bodell like this. Why do you have to talk about yourself in the third person like you were Napoleon? Why does everything have to be an argument with you? Look, I've got the hair, I've got the teeth, I've got the eyes. Oh, Peggy, look outside that window. I've got the car. I'm the lead singer. I'm the man. Why are you arguing with me? It's over, Charlie. Donc on a vu Peggy Sue Got Married, donc Peggy Sue s'est mariée en français. Et puis on va, comme à l'accoutumée, se lancer dans le résumé, mais on va faire quand même quelque chose d'un petit peu différent cette fois. On s'est rendu compte, à la fois dans notre ressenti et puis sur le retour de certaines personnes, que la partie résumée était probablement un peu trop longue. Ça desservait après la partie analyse où on parle de notre avis sur le film. Donc on va faire un résumé plus court cette fois-ci, puis comme ça on aura un peu plus de place pour s'exprimer en fin de podcast. Donc écoute Alexis, je te propose qu'on n'en parle pas plus longtemps, que justement on gagne du temps en attaquant. Chop chop, on y va. Donc on a un petit peu donné le synopsis tout à l'heure. Et là, on va commencer dans le vif du sujet avec Peggy Sue qui se prépare pour sa réunion d'anciens élèves du lycée avec sa fille Beth. Pendant ce temps-là, on a un petit spot de pub à la télé qui passe avec le sémillant Nicolas Cage qui essaie de nous vendre de l'électroménager. Donc ces fameuses pubs très américaines. En chanson et avec la classe. Ça se discute. Donc la fille et la mère discutent pendant qu'elle se prépare. On a la mère qui remet son costume de l'époque, sa tenue de l'époque, qu'il avait vu gagner être élue reine de la soirée avec son mari, ex-mari Charlie, joué par Nicolas Cage. Donc on sent que la mère est pas forcément heureuse de voir se passer sa tête à la télé, mais la fille ça la gêne moins. Donc après on enchaîne, il y a Peggy et sa fille qui arrivent à la soirée, et puis on a donc le retour de tous les anciens amis. Il y a chacun qui se recroise, qui voit un petit peu ce que sont devenus les autres. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas eu trop de contact depuis cette fameuse fête de fin de lycée. Donc, on a par exemple Richard Norvik, qui lui était un peu le geek, un peu insulté, qui est devenu riche et qui a très bien réussi. On a aussi Carole, qui elle est toujours célibataire. Maddie et Arthur, qui eux, ils se sont mariés à la fin du lycée et sont toujours mariés. À l'inverse, justement, on découvre de Peggy et Charlie qui, eux, sont sur le point où sont séparés. A priori, Charlie qui serait parti avec une autre femme. Et bien sûr, en parlant de Charlie, celui-ci qui avait promis de pas venir à la fête pour pas faire chier Peggy Sue, décide d'arriver en grande pompe et à la classe. Tout le monde semble être plus ou moins content de le voir. Ça faisait plusieurs fois que les gens demandaient où était Charlie. Mais où est Charlie? Il est là. Qui en plus arrive à un moment un peu inopportun, puisqu'il s'agit du moment où ils vont élire le roi et la reine de la soirée. Bien sûr, le roi, c'est Richard Novak, l'ancien geek devenu riche, parce que voilà, il est riche maintenant, donc faut lui faire plaisir. Et Peggy Sue, qui décide de monter sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, dont ceux de Charlie, ce qui la rend un petit peu mal à l'aise, et elle finit par s'évanouir. C'est ça, donc là on part un petit peu en mode Gaspard Noé, on a la caméra qui s'écarte comme si son esprit sortait de son corps, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que elle se réveille dans le passé. Donc elle est sur une table, apparemment... il y avait un don de sang, donc comme si elle s'était évanouie en donnant le sang à l'école. Il y a ses amis qui sont à côté d'elle, qui sont un petit peu inquiètes pour elle, notamment parce que elle est un peu perdue de se retrouver dans le passé, donc elle tient des propos un peu bizarres. Donc ses amis, elle pense que c'est à cause qu'elle est un peu étourdie après son don du sang, donc elle passe un petit peu par les toilettes pour la rafraîchir. Après elle la raccompagne chez elle.
Là, bah, elle tombe elle retrouve sa mère et sa maison d'enfance. Elle est toute heureuse, elle se jette dans les bras de sa mère. Encore plus quand c'est sa sœur cadette. Donc, on a l'impression que, bah, un peu comme les amis, toute la famille, elle l'a pas vue depuis longtemps. Elle essaye de faire passer ça sous le couvert de, ben voilà, avec le sang que j'ai donné, j'ai la tête dans le jus, je comprends pas bien. Donc elle parle avec sa sœur, elle lui dit qu'elle aimerait bien qu'ils soient un peu plus proches parce qu'on comprend que dans le futur c'est pas le cas. Elle finit par regarder la télé avec sa sœur, puis elle se sert à boire parce que pour elle, dans sa tête, c'est encore une adulte, mais elle est dans le corps d'une jeune de 16 ans, donc elle devient facilement bourrée. Elle recroise son père qui fait des blagues, puis qui se rend compte qu'elle est complètement torchée. Donc il y a cette espèce de dynamique très amusante entre le fait que elle pense qu'elle est une adulte, puis ses parents qui sont non, t'as juste 16 ans, t'es une étudiante, puis va te coucher, va dans ton lit, t'as pas le droit de boire. Bon, au final, elle décide de jouer le jeu. Elle dit voilà, bah, je vais aller à l'école, je vais faire comme si de rien n'était. Je vais suivre la journée classique que je suivais à l'époque. Là, il y a Charlie qui vient la chercher pour l'amener à l'école, hein, comme. Ce dont elle est pas très heureuse. Oui, voilà, c'est ça. Elle a l'image du Charlie avec lequel elle est en froid à l'époque actuelle, mais là, en fait, c'était pas le même Charlie. C'était voilà. C'est pas le même Charlie, mais pourtant, un point très important qui arrive à ce moment-là, c'est que quand elle se fait emmener à l'école, ils ont une discussion sur comment peut-être se séparer pendant quelque temps, parce que euh, on se rend compte finalement que les problèmes qu'ils ont eus dans le futur, c'est aussi parce que comme ils se sont mariés très jeunes, ils ont pas pu expérimenter chacun de leur côté, et Peggy Sue est genre, oui, en fait, c'est exactement ce que je veux, je vais profiter du fait que maintenant je sois dans le passé pour réparer les erreurs que j'ai faites dans le futur, et ça commence avec Charlie, et donc de se séparer de Charlie finalement dans le passé, ce qu'elle fait. Bah, elle décide de tenter d'autres choses en fait. Exact. En parallèle, on a aussi Peggy qui retrouve le Richard Novik. voilà de l'époque, donc qui était un petit peu mis de côté, moqué. Et elle avait jamais été insultante avec lui, mais là, du coup, elle décide d'accentuer encore plus la chose. Elle se rapproche de lui, notamment parce que elle a envie de lui poser des questions sur le voyage dans le temps, savoir si c'est possible. Donc, elle se dit que c'est la personne la plus intelligente à qui elle peut poser la question. Donc voilà, donc il va y avoir toute une histoire en parallèle où elle va lui donner des idées d'invention du futur que lui pour l'orienter vers sur ses recherches scientifiques. En parallèle de ça, on a Peggy et Charlie qui vont à une soirée. Parce qu'ils étaient obligés. Voilà. Parce qu'elle avait déjà dit oui et que sa maman lui dit oula là là, il faut que tu y ailles. C'est ça, parce que c'est la soirée d'une de ses meilleures amies. Exact. Donc là, on voit que Charlie fait partie d'un groupe de 4 qui font une petite prestation de chant qui est, ma foi, assez réussie. Chant a cappella où il a bien la classe. Donc voilà, c'est à l'époque, il y a Charlie qui voulait absolument lui réussir dans la musique. C'était un de ses leitmotivs, et a priori, ça fait aussi partie des éléments qui les ont mis en froid les deux, parce que il a jamais réussi et ça lui a miné le moral. C'est aussi la première fois qu'on se rend compte plus ou moins que Charlie est quand même une personne qui peut avoir la classe, et donc on comprend pourquoi Peggy Sue était attirée par cet homme-là. Cette soirée se finit plus ou moins avec Peggy Sue qui veut, rappelons-nous, c'est les années 60, ils ont à peu près 16 ans, donc ils sont tous les deux techniquement vierges. La Peggy Sue qu'on a, elle est plus, mais donc Peggy Sue décide que c'est le moment pour elle, qu'elle veut coucher avec Charlie. Lui est un peu perdu. Enfin, il y a une espèce de scène avec des échanges sur ce genre de choses-là. Et comme Peggy se fait tout simplement rejeter par Charlie parce que lui est perdu, elle décide de voguer dans la ville et tombe sur cette personne qui s'appelle Michael Fitzsimmons, qui est l'espèce de gars avec qui elle aurait adoré avoir une relation à l'époque. Finalement, elle décide que maintenant qu'elle est là, pourquoi pas essayer? Donc elle parle avec ce gars, ils finissent par aller boire et fumer du weed en dehors de la ville, et ils finissent par coucher ensemble. Ce à quoi Charlie, qui finit par l'apprendre, bien sûr, n'est pas très jouasse.
Oui, c'est ça. Donc on a une scène où Charlie va chez Peggy. On a même au tout début l'impression qu'il va l'assassiner en l'étouffant avec son oreiller. Puis finalement elle se réveille. Donc il la confronte. Ils vont descendre dans la cave pour avoir une discussion à ce propos. Une scène qui va pouvoir où Cage va pouvoir se faire Montrer plaisir un ça, petit ouais. peu niveau acting. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais oui. Et après ça, on a Peggy qui se rend compte en ressortant une autre fois avec Michael que bon, ça va pas être si évident ça, que finalement leur relation est pas amenée à continuer. Aller plus loin que ça, voilà. Michael a l'air d'être le genre de personne qui aime la polygamie et Peggy Sue est plus en mode oh bah c'était plus un coup d'un soir, puis voilà. Et c'est aussi là qu'elle se rend compte, parce que dans le même bar où elle est, Charlie est venu pour chanter parce qu'il veut absolument devenir un chanteur, donc il chante dans un groupe de rhythm and blues avec d'autres gens, puis il pète la classe et là Peggy Sue est genre ah bah ouais non il est quand même cool comme gars. Donc elle décide d'aller s'excuser, pas pour qu'ils se remettent ensemble, mais juste pour s'excuser de l'avoir maltraité le jour d'avant, et lui écrit une chanson, donc une chanson du futur des Beatles, je crois, pour lui dire, voilà, je joue cette chanson, tu vas devenir une star finalement. Oui, parce qu'en fait la veille, elle lui avait dit qu'il avait aucune chance de percer dans la musique, il faut qu'il arrête de penser qu'à ça, et en fait, en parallèle, elle se rend compte qu'il était plutôt bon en fait. C'est ça, et que il avait une raison finalement d'essayer d'être musicien, et on apprend aussi que c'était à cause de la musique entre guillemets qui sont plus ou moins qui sont Rapprochés, qui oui. sont plutôt éloignés en fait dans le futur, parce que Charlie lui scinde Peggy Sue parce qu'il pense que c'est parce qu'ils ont eu des enfants, parce qu'ils se sont mariés, qu'il a pas pu poursuivre la musique. Bah c'est ça, en fait il est allé d'échec en échec et il a accusé Peggy Sue de ça. C'est ça. Et voilà, donc Peggy Sue, elle décide, c'est le dernier jour de l'école, elle décide que non, elle va partir voir ses grands-parents, et pour une simple raison, une raison assez simple, c'est que c'est son anniversaire et que c'est le jour aussi où elle est tombée enceinte et où elle a dû épouser Charlie, et elle veut pas du tout que ça réarrive. Donc elle décide de s'éloigner le plus possible de Charlie physiquement, en disant je vais aller voir mes grands-parents. Ça lui permet en plus de revoir ses grands-parents avant qu'ils meurent, une chose qui est un thème qui était revenu plus tôt. Et donc elle part voir ses grands-parents, qui sont absolument pas choqués par l'idée que Peggy Sue vient du futur, dans une scène assez amusante. Oui, c'est ça. Là, on rentre un petit peu dans le dernière partie du film qui a un ton un peu différent. Donc, on a ce couple de grands-parents qui ont l'air d'avoir l'esprit assez ouvert, qui explique que, notamment, la mère a raconté à la grand-mère que Peggy Sue avait fait un rêve dans lequel ils étaient morts. Bon, ils sont à l'air d'avoir bien pris l'information. Non, voilà, c'est un peu ce côté. Bon, Ils sont pas très choqués, on est proche de la mort, on le sait, et ils en rigolent même tous. Et puis, justement, le grand-père, lui, il propose à Peggy Sue de l'aider pour son histoire de retour dans le passé. Il fait partie d'une loge et il décide d'organiser une cérémonie assez improbable pour la renvoyer dans le futur. Bizarre, parce qu'il fait partie d'une loge qui aurait apparemment été fondée par une personne qui avait voyagé dans le temps. Donc pour les gens qui savent pas trop ce que c'est qu'une loge, c'est le genre de société secrète comme les Illuminati. Puis là, voilà, ils ont une loge qui est juste spécial pour les trucs qui voyagent dans le temps. Donc ils décident d'emmener Peggy Sue et de faire une sorte de grosse incantation, cérémonie pour faire repartir Peggy Sue dans le passé. Donc il y a un petit problème, genre il y a des éclairs, la lumière qui coupe, tout d'un coup Peggy Sue est plus là. Donc pour eux, ça a l'air de s'être plutôt bien passé, et c'est le moment de sortir les cartes. Ouais, ils sont persuadés que ça a fonctionné, mais en fait on va vite se rendre compte que ça a pas marché, qu'en fait c'est juste Charlie qui a enlevé Peggy Sue en pensant que son grand-père voulait la désintégrer. Enfin, il pense l'avoir sauvée justement. Bon.
alors que c'est pas forcément pas, c'est pas son cas, et ils finissent par se retrouver dans une espèce de petit bâtiment où Charlie lui fait un speech en mode j'ai abandonné la musique, j'ai demandé à mon père que je travaille dans sa boîte, je veux t'épouser. Peggy Sue elle est genre non, je vais pas t'épouser une deuxième fois. Charlie il comprend pas ce qu'elle raconte. Il finit par lui donner un loquet qui a beaucoup d'importance pour elle, et elle finit par se rendre compte que ben finalement sans Charlie, elle aura probablement jamais ses enfants qu'elle aime vraiment beaucoup, et ben ils finissent par coucher ensemble à cette soirée fatidique où elle est censée tomber enceinte. Oui, alors pour ceux qui parlent français, quand tu dis un loquet, c'est un médaillon. Hein. Elle lui a pas, Ah elle oui, lui a un pas foutu médaillon. le hoquet. Hein. Voilà, il faut le préciser. Non, mais en plus, ce qui est important, c'est que à l'époque, ils s'étaient mariés parce qu'il justement, elle était tombée enceinte, et là, on voit Qui fait un effort, voilà, qu'il lui finalement. propose de se marier sans cette pression sociale de l'enfant. Donc, ça veut dire c'est vraiment une envie de lui. C'était pas juste pour être bien vu des autres gens. Et de la société, voilà. Et donc, finalement, Peggy Sue se réveille dans un hôpital dans le présent des années 85 avec Charlie Baudel vieux à son côté, et ils sont voilà, c'est un peu doux, amer, avec Charlie qui montre du remords pour avoir trompé Peggy Sue, et qui lui dit qu'il veut être avec elle, et voilà. Le film se termine là-dessus, sur cette espèce de fin en mi-ton qui est pas oui, on va vivre notre vie, on va être heureux tout le temps, mais qui est plus, voilà. Oui, elle lui dit pas tout est pardonné, elle lui dit juste je te le donne l'occasion de te racheter. Et voilà, et le film se termine là-dessus. Et c'était Peggy Sue s'est mariée. Voilà. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Moi personnellement, j'ai adoré ce film. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a énormément de choses qui sont absolument géniales. Il y a des scènes que je trouve absolument fantastiques, des trucs qui m'ont fait rire, des trucs qui m'ont fait un peu qui m'ont rendu triste, des choses qui m'ont tu sais, genre tu passes un peu par pas mal d'émotions, puis j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien. J'ai adoré la réalisation. On en reparlera un peu plus tard, mais pour l'instant, tout ce que j'ai à dire, c'est j'adore ce film. Et toi? Eh bah écoute, j'ai bien aimé. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai adoré, mais non, j'ai bien aimé. Le thème au final est un peu plus travaillé, que c'est pas voilà, on n'est pas sur une comédie romantique, on n'est pas sur quelque chose d'assez léger au niveau de l'écriture. Le personnage de Peggy Sue est quand même un personnage qui est assez profond. Le fait, l'utilisation du retour dans le passé est bien utilisée. Hein. On n'est pas juste, ça sert pas juste à faire des petites blagues, comme dans certains autres films du genre. Il y a un petit peu le côté avec Richard ou sur les inventions et tout, mais au final, c'est pas hyper poussé. Au final, ça sert vraiment l'idée de base qui est, si on pouvait revivre une relation de longue durée, mais qui a fini mal, entre guillemets. Est-ce qu'il faut tout effacer? Ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'on ferait les choses différemment? Enfin, là-dessus, c'est assez poussé. Sa réflexion elle est cohérente. C'est jamais tout noir ou blanc. Enfin, elle se pose vraiment des questions à chaque moment. Donc, on n'est pas, elle tente pas quelque chose de totalement différent. On n'est pas, la fin est pas, au final, on pourrait penser que, tout ça pour avoir une fin qui est un peu trop, qui est ouverte. Mais en fait, non, c'est ce qui rend, je trouve, l'histoire intéressante. Après, au niveau des performances diverses, c'est, plus ou moins celle de Peggy Sue, je me rappelle plus le nom de l'actrice. Kathleen Turner. Est très bien. Après Cage, je m'en fais peut-être un peu beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. On en reparlait un peu. Mais voilà, impression positive. Sans crier au génie non plus, mais c'est forcément au niveau de la réalisation, c'est hyper propre, hein, là il y a rien à dire là-dessus. C'est clean, c'est génial, puis c'est assez drôle parce que comme tu disais, le ton est très nuancé, tu sais, voilà, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc, puis je me rends compte que
La réalisation aussi l'est un peu. Tu sais, c'est très en douceur, en nuance. Il n'y a pas de grands moments ou de faibles moments. C'est très consistant du début à la fin, mais il n'y a pas de. C'est assez rare d'ailleurs pour du Coppola qui n'y ait pas de C'est ça moments en fait. grandioses finalement. Ce que je disais, la réalisation est très propre. Après, elle est un peu moins flamboyante que dans d'autres films, et notamment ceux qu'on a déjà vus. Donc on la Mhm. remarque moins. Elle se mais cache plus au second plan. Elle laisse plus l'histoire au premier plan. Après, je pense aussi que parce que pour ce film-là, Francis Ford Coppola a plutôt été commandité dans un sens. Il a pas écrit, il a pas produit. Ses 3 précédents films avaient rapporté 0 pognon, donc on lui a donné un film. Je pense qu'il peut-être qu'il s'est pas peut-être qu'il est pas allé dans l'extrême comme on le connaît, mais je pense que pour être honnête, ça dessert plutôt bien le film. Ça sert plutôt bien. Ça sert plutôt bien le film, excuse-moi, ouais. C'est une bonne chose, en fait, qu'il soit pas allé dans le grandiose, qu'il soit pas allé dans l'exceptionnel. Et comme on disait la dernière fois, on parlait, tu sais, comme d'habitude, c'est une fois de plus un film qui parle de prom et de lycée, mais peut-être qu'avec Coppola, ce sera un peu plus intéressant. Ben, au final, ça l'est, mais c'est pas forcément à cause de la réalisation. À cause de la direction d'acteur, je veux bien, des plans et tout ça, mais je veux dire pas forcément à cause il y a rien d'exceptionnel finalement dans cette réalisation. Non, mais par contre, connaissant le Lascar et puis voilà, on sait que là c'est un choix. Oui, très clairement, très clairement. Et il y a certaines fois tu sais pas trop, tu te dis bon là la réalisation est en retrait, mais est-ce que c'est fait exprès ou c'est juste, là il a adapté son style par rapport à un choix qui lui semblait cohérent par rapport à l'histoire et au style de film. En parlant de choix, j'aimerais revenir sur un choix en particulier que personnellement je trouve exceptionnel, mais j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, et c'est sur le choix d'avoir laissé Nicolas Cage faire un peu ce qu'il veut. Et qui dans ce film veut dire parler avec un accent nasillard dégueulasse et porter des fausses dents. Personnellement, j'adore ça, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. A priori, sur le tournage, en tout cas, c'était assez compliqué avec les autres acteurs, notamment Kathleen Turner, là, qui a même essayé d'aller voir Coppola en lui disant que c'était un peu n'importe quoi, et savoir s'il avait laissé faire ça de manière qu'il était d'accord avec le choix de Cage, qui a priori était le cas vu que il l'a laissé faire et il lui a pas fait changer son accent. C'est un peu trop pour moi. Ce qu'on peut faire, ce serait revenir sur 3 scènes que je trouve absolument marquantes avec Cage. Peut-être un peu, en fait, peut-être 4 si on prend le premier où il arrive, cette scène où il arrive à la fête. Ouais, qui est assez courte. Au final, on n'a pas trop le temps. Elle est un peu courte, donc on n'a pas. Mais je la trouve assez intéressante parce que voilà, jusque là, on avait quelque chose de très justement sobre, assez intéressant. Puis il y a ce mec-là qui arrive en mode habillé comme Elvis avec sa coiffure un peu. On sent qu'il avait une coiffure, mais finalement, tu sais, voilà, maintenant il commence à être un peu dégarni. Il essaye de se coiffer toujours avec ce genre de grosse coiffure bouffante. Je sais pas comment ça s'appelle. À la Elvis, quoi, tu sais, genre un truc stylé. Mais on sent que les années sont un peu pas super gentilles avec lui. D'ailleurs, un truc super cool, c'est que dans les années 85 et dans les années 60, les personnages sont joués par les mêmes acteurs, donc il y a du maquillage, il y a un peu de... même si ça se voit pas trop sur les autres, c'est assez sobre sur les autres. Même Jim Carrey, qui est genre super jeune, ils l'ont vieilli, mais il a toujours l'air vraiment super jeune. Nicolas Cage ligne dedans, genre il y va à fond et il essaye de jouer un gars qui a la quarantaine, quoi, qui a 40-45 ans, mais qui essaye de faire genre qu'il est jeune encore dans son cœur. Ouais, ça c'est réussi. Il est un peu sloppy, il est un peu bourré, il parle, et là on l'entend pas bien. On sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, mais on l'entend pas bien. Et la première fois où on l'entend vraiment, c'est cette scène où Peggy Sue se réveille dans ce lit dans les années 60, et où elle est un peu paumée, et là on a Nick Cage
Donc pareil, hein, jeune, avec des grands cheveux blonds, avec une grande chevelure stylée, un sourire qui fait bizarre en fait. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'était des fausses dents. Et il parle avec cet accent nasillard et il fait genre I want to suck your blood, I want to eat your brain, whatever. Il fait genre c'est un vampire parce que tu sais, c'est un truc de sang là. Et pendant 2 secondes, on a juste l'impression qu'il fait cette voix de merde juste parce que, tu sais, parce qu'il veut faire le con, finalement. Et non. Et non, en fait, on se rend compte que dès qu'il commence à parler normalement, non, il va se taper cet accent tout le film. Et, waouh, tu mets du temps un peu avant de t'y habituer, en fait. Tu mets beaucoup de temps. Personnellement, je pense que c'est un choix. C'est clairement un Oui, choix. c'est un choix, mais est-ce que c'est un bon choix? Pour moi, oui, et c'est un choix qui prend tout son sens, je trouve, à partir de la deuxième scène dont j'ai envie de parler, qui est la scène de la fête, où Charlie est en train de chanter a cappella avec Walter, qui est joué par Jim Carrey, et 2 autres gars dont je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Arthur et un autre gars. Oui, c'est ça, mais bon. On s'en fout un peu. Et pourquoi cette scène est intéressante? Parce que jusque-là, voilà, on a eu le droit à Charlie et sa voix de merde. Vraiment. Charlie et sa drôle de dame. Ouais, et sa drôle de dame qu'on a juste marre de ce gars. Et en fait, nous aussi, en tant que auditeur, on en a marre de ce mec. Il est un peu obnoxieux, sa voix est chiante. On se demande littéralement pourquoi est-ce que ce mec sort avec Peggy. Pourquoi est-ce que Peggy Sue sort avec ce mec plutôt. On la comprend assez rapidement quand il est genre on devrait peut-être prendre une pause et qu'elle lui dit ah bah oui on va faire ça. Surtout basé sur le fait qu'on sait qu'il finit par la tromper et tout ça. Tu sais, on est. Ouais, mais juste l'accent, c'était une bonne raison, je pense. Oui oui très clairement. Il faut qu'on se sépare, j'en ai marre de ton accent. Puis tes fausses dents là, c'est très désagréable. Pourquoi est-ce que tu les portes? J'en ai marre, j'en ai plus qu'assez. Ça fait vraiment si c'était vraiment le personnage qui avait décidé d'utiliser des fausses dents. C'est pas l'acteur, c'est vraiment le personnage quoi. J'en ai marre quand je t'embrasse, c'est chiant, elle tombe et tout, genre. J'en peux plus, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, c'est de la merde. Et ouais, donc on a vraiment ce côté, il est super chiant. Et on finit par se dire, bah ouais, pourquoi est-ce qu'elle sort avec ce gars? Et tout d'un coup, on le voit chanter. On le voit chanter et on voit cette autre personnalité de lui, ce gars qui est vraiment stylé. Parce que jusqu'à présent, on nous dit, oui, c'est une personne populaire, mais on le voit pas vraiment dans le film. Là, on le comprend et on le voit. On voit qu'il est charmeur. Et surtout, on voit qu'il a Dieu que pour Peggy Sue, finalement. Malgré le fait qu'il veut aller voir ailleurs, on se rend compte que finalement non, c'est Peggy Sue qui lui fait envie, puis qui lui donne ce côté-là, ce côté amoureux, ce côté charmeur, ce côté sympathique. Et là, surtout, il faut savoir que quand il chante sans son accent, donc ça aide aussi énormément. Après, le Peggy Sue, à cette époque-là, lui, il est pas désagréable envers elle. Il y a aucun moment où il est insultant ou voilà. Donc, il est pas dépeint non plus comme un parfait connard. Donc, c'est pas juste parce qu'il chante que c'est juste que c'est là où elle se rappelle elle pourquoi elle était amoureuse aussi. Enfin, parce qu'elle le revoit un peu dans sa gloire. Après, c'est ça. En dehors de l'accent, le film ne fait pas en sorte de montrer le personnage de Nicolas Cage comme une mauvaise personne. C'est juste que nous, on sait que dans le futur, il va partir avec une autre. Et c'est un peu, on est là clairement à la place du personnage de Peggy qui, elle, aussi est un peu dans cette logique de je le revois à l'époque, mais j'ai du mal à oublier que dans le futur, il va me faire ce coup-ci. C'est pas même elle lui dit à plusieurs reprises dans le film, tu vas partir avec une autre, tu vas me tromper, et lui il comprend pas trop pourquoi elle lui raconte ça évidemment, mais voilà, elle arrive pas à faire abstraction de la finalité. Et à ce côté aussi, je veux dire, on a tous plus ou moins été dans cette situation où genre on a rompu avec quelqu'un, puis quand on le recroise, tout ce que cette personne dit paraît super chiante en fait. Que genre elle parle, puis t'es juste genre qu'est-ce que tu racontes? Et en fait on se rend compte, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'il a voulu aller, que genre cet accent pourri, c'est ça, comme tu dis, il est pas désagréable, mais comme il a cet accent super chiant qu'on entend et que, tu sais genre, tu l'entends, t'es juste genre, tout ce que tu dis, c'est de la merde.
Alors que non, il est juste très sympa. Bah, la plupart du temps, il est même très sympathique. Quand il parle avec les parents de Peggy Sue, même s'il est un petit peu obnoxieux de temps en temps, il est quand même sympathique, il est poli, il est bien élevé. Mais cet accent rajoute ce côté genre, ah, il est ennuyeux, il est ennuyeux. Et justement, comme tu dis, quand il chante, c'est là la première fois qu'elle se rappelle que finalement, il est pas si ennuyeux que ça. Il a ce côté très charmeur et tout ça. Et justement, c'est aussi le seul moment où, quand il chante, il a pas d'accent. Mais ça, c'est probablement parce que c'est super chiant de Oui, chanter bah, avec c'est un pas accent. possible, parce que quand c'est pas le tien. Voilà. Mais je trouve que ça joue vraiment bien. C'est genre, finalement, ce filtre, ah, il est chiant, disparaît tout d'un coup parce que, ben, ah ouais, non, finalement, elle se rappelle que, et en plus, c'est aussi une très belle scène. Je trouve qu'elle est vraiment bien filmée. Et Nicolas Cage et avec extension Jim Carrey et tout ça, chante vraiment super bien en fait. Donc c'était vraiment une scène que j'ai adorée. Ouais, puis juste pour tout à l'heure on parlait des acteurs qui jouaient le même personnage dans le passé et dans le futur. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à Nicolas Cage, c'est que c'est celui qui fait plus d'efforts, on va dire, à ce niveau-là. C'est vraiment le personnage sur lequel on ressent le poids des années et qui a vraiment une différence. Tous les autres, on le ressent pas trop. Alors pour Peggy, on peut se dire que c'est fait exprès parce que au final c'est le personnage du futur qui se retrouve dans le passé, mais Oui, avec c'est ça. tout son Elle a vécu, la même. tout son vécu. Donc on pourrait dire que c'est fait exprès de vraiment avoir la personne adulte dans un univers de l'époque. Bon, c'est pas le cas sur les autres personnages. Les autres personnages, c'est assez léger quand même, les modifications physiques. Mais en tout cas, lui, Nicolas Cage, s'est prêté au jeu. C'est celui sur lequel on y croit le plus. C'est vrai que même parce qu'il y a 3 personnages entre guillemets importants, les autres sont plutôt unidirectionnels. Mais si tu prends tu prends Peggy Sue, bah bah ils sont ici ils ont une seule ils sont Ils vont que dans une direction. Mais non, mais je veux dire, leur personnalité est pas très développée, Voilà. quoi. Enfin, je veux dire, Walter, c'est le gars qui fait des blagues, puis il en faisait à l'époque, il en fait toujours maintenant. Arthur et l'autre, ils sont juste définis par le fait qu'ils sortent ensemble et qu'ils ont fini par être mariés. Il y a 3 personnages, finalement, qui ont un peu de changement. C'est Peggy Sue, c'est Charlie, puis c'est Richard Novak. Et même Richard, bon, on se rend compte qu'il a pas tant changé que ça. C'est la vision des autres sur lui qui a changé en fait. Ouais, c'est ça, lui, il a vraiment pas changé. Il était obnoxieux, il est obnoxieux après, juste il a de l'argent, quoi. C'est pas vraiment... Je sais pas d'ailleurs si je suis blessé ou pas par la représentation du geek des années 60, mais voilà, on ça va va. dire que en tant que tel, lui, c'est une personne qui est genre... qui change pas non plus. Oh, il est plutôt dépeint de manière assez positive, hein. On voit, il y a une scène ou deux, on voit que les autres se foutent de sa gueule, mais c'est pas filmé comme si ils avaient raison de le faire. Non, mais il a ce côté très introverti en mode oui, faites vos conneries, moi je vais aller lire des livres. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu. Je suis d'accord, j'en connais des gens qui sont comme ça, mais j'ai trouvé ça un petit peu. C'est pas une mauvaise représentation, mais c'est pas non plus une représentation super positive d'un geek. Mais je trouve que ça fonctionne super bien dans le film, par contre. Ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, même si on va dire que ce subplot est pas, en fait, on a l'impression qu'au début que ça va avoir un impact, parce que très rapidement quand elle vient dans le passé, elle se rapproche de lui. On se demande même si ça va pas avoir C'est pas grâce à lui qu'elle va retourner ça, dans le ou futur, si elle ou va ce pas se genre de rapprocher choses. aussi de manière émotionnellement avec lui. Oui. Et au final, non, c'est plutôt mis de côté assez rapidement. Donc, ce point-là est assez étonnant, assez bizarre. Après, je pense que c'est aussi le genre de comportement assez logique dans un sens où si moi je retournais dans le passé, je ferais tout ce que je peux pour me faire de l'argent ou pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. Mais c'est vrai que... C'est abordé puis oublié. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça, je pense que ça reste quand même un des personnages qui est plus central que les autres, on va dire. Pas super important non plus, mais qui prend un peu plus de... Parce que voilà, ensuite il y a aussi un truc de jalousie avec Charlie qui pense que Peggy Sue est en train... justement flirte avec Richard Novak et blablabla. Et je pense qu'il sert surtout de device narratif
pour montrer que voilà, Charlie finalement, il aime pas l'idée qu'elle aille voir d'autres gens, et que aussi Charlie est pas un connard, parce que comme tu disais tantôt, Richard Norvik est une des personnes qui se fait traiter mal par beaucoup de gens. Par contre, quand Peggy Sue demande son avis à Charlie à propos de ce gars-là, il est en mode c'est un gars super sympa, quoi. Il a pas de, il est pas méchant avec lui. Et d'ailleurs, c'est aussi dans cette scène, c'est dans cette scène où il chante, où finalement on se rend compte que oui, c'est quand même une bonne personne, qui a pas de préjugés, qui a pas de, ça d'ailleurs, ça se retrouve un peu plus tard dans le film, parce que faut pas l'oublier, on est dans les années 60, et pourtant il chante avec un groupe de rhythm and blues qui est prédominant black en fait. Donc on voit que c'est un gars qui est qui a pas vraiment qui a pas trop de préjugés, qui est pas méchant en fait. On s'en rend compte assez facilement, assez rapidement. Et je pense que tout joue autour de cette première impression qu'on a de lui quand on le voit qu'il est bourré. On sait qu'il est qu'il a fait de l'adultère, donc on n'est pas forcément très sympathique à sa cause. Puis la première fois qu'il parle, il est horriblement chiant, donc on se forme une opinion de lui qui est très négative finalement. Et plus on avance dans le film, et plus on se rend compte que c'est pas le cas. Et je pense sincèrement que si Nicolas Cage l'avait joué de manière plus moins obnoxieuse, s'il avait pas tenté cette espèce de truc nasillard, ça aurait été probablement moins fort. Alors après, je suis d'accord que des fois, c'est vraiment trop, mais j'aime ça, donc je suis un peu biaisé sur la chose. Bon, je vais l'avouer. Et mais sinon, ok, la troisième scène, Oui, la fameuse. je voulais revenir sur 3 scènes. La fameuse troisième scène, c'est celle où justement on voit Nicolas Cage dans toute sa beauté. Et c'est la scène où il va confronter Peggy Sue parce qu'elle a couché avec Michael Fitzsimmons finalement. Et cette scène est exceptionnelle du début à la fin. Enfin, je veux dire, elle commence avec Cette tentative d'assassinat, quoi. cette tentative Ça, d'assassinat. j'avoue que je m'y attendais pas. Ça m'a surpris. C'est incroyable, genre. La scène est composée donc de nuit, et on a Nicolas Cage qui arrive Ouais, sur le déjà, toit. en fait, là, ça commence déjà mal, en fait. Parce qu'il arrive en mode je suis un voleur, mais vraiment genre la définition cartoonesque d'un voleur, genre un mec qui fait des grands pas Sur la pointe des pieds. et qui genre essaye de pas faire de bruit sur la pointe des pieds. Il manquerait plus qu'une musique rigolote qui franchement aurait été à sa place. Je sais que ça aurait rendu le film très absurde. Surtout que là, absurde, il le devient à la fin, mais là, en tout cas, c'est la scène un peu d'émotion du film, donc. C'est vrai qu'il fallait peut-être pas aller là-dedans. Et donc voilà, il rentre, et la première chose qu'il fait, c'est il prend un coussin et il va littéralement pour essayer genre d'étouffer Peggy Sue, mais il a juste pas le temps de poser le coussin, elle se réveille. Puis là, elle lui dit ah, qu'est-ce que tu fais là? Et la première réaction qu'il a, c'est lui dire viens, on va dans la cave pour parler. Ce qui est vraiment genre qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Charlie? Est-ce Est-ce que ça va... Ça aurait été... Personnellement, j'aurais absolument adoré que, genre, le film devienne un paradoxe C'est ça, en complet, fait. où il finit par Parce la que là, tuer, au final, ça on est devient sur un un film où il y a a priori un retour dans le temps, même si c'est pas si clair que ça, que c'est pas plutôt un rêve où elle s'évanouit et c'est juste, elle est transportée dans le passé, enfin, son esprit, là, juste par esprit. Mais je pense que oui, il avait pas forcément envie de partir dans une sorte de paradoxe parce que on sait bien que c'est quand même compliqué à gérer et puis généralement ça marche pas, quoi. Mais ça aussi, il y a une version director's cut de ce film où Charlie finit par la tuer, puis après c'est juste lui qui genre pète un câble et qui genre je veux voir ce film. Ce film utilise peut-être dans la suite de la carrière de Nicolas Cage. Sûrement, ouais. comme Birdie et Best of Times, on a peut-être une suite non officielle de ça. Mais voilà, en fait, cette scène est incroyablement puissante parce qu'il finit par parler avec Peggy Sue de ses émotions et de genre de quoi tu racontes, parce que Peggy Sue est en mode je veux pas re-t'épouser, je veux pas, on a déjà fait ça, je sais que tu vas juste me ressentir si jamais on continue là-dessus, tu vas
tu vas décider que c'est de ma faute si t'as pas réussi à percer dans la musique, faudrait que t'arrêtes la musique, arrête la musique c'est pas pour toi, bla bla bla. Et là on a Nicolas Cage qui s'énerve, qui devient, bah tu sais, qui est blessé, qui devient limite insultant avec Peggy Sue en lui disant ouais sans moi t'es rien, et il lui dit bah je vais te prouver que je suis capable d'être meilleur, je vais aller je sais pas, tu sais, je vais devenir une Il a star, changé d'accent. je... je vais enlever mes dents, je vais genre tout faire, ça va être trop bien. Il y a vraiment une intensité de Cage qui est absolument géniale, et il y a aussi une superbe prestation, je trouve, de Kathleen Turner qui joue dans la justesse cette femme qui veut... Parce qu'au final, depuis le début, on a un peu l'impression, entre guillemets, que c'est un peu égoïste dans le sens qu'elle est plus genre moi je veux faire les choses que j'ai envie de faire, ce qui est tout à fait correct, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais là aussi on se rend compte que elle a pas envie que Charlie ait mal en fait, qu'elle est aussi très attachée à cette personne et que elle veut aussi le sauver de lui-même dans un sens, et il y a cette performance qui est vraiment très très bien jouée de sa part, qui est parfaitement entre guillemets pas absorbé par Nicolas Cage, par Charlie qui ça lui passe au-dessus de la tête, qui est juste genre je comprends pas de quoi tu parles, qu'est-ce que tu racontes. Enfin cette scène est en plus superbement filmée, avec une photographie géniale, enfin tu sais genre vraiment sur ton bleu, la lune, pas vraiment de lumière à part justement la lune qui reflète dans la fenêtre qu'ils ont derrière eux. Enfin cette scène je l'ai vraiment adorée, puis je pense que c'est peut-être ma scène préférée du film, parce que j'ai l'impression que peut-être que comment elle s'appelle, Coppola a fait un petit peu plus d'efforts là-dessus. Puis c'est aussi probablement, je pense, la scène où il y a le plus d'échanges entre Cage et Kathleen Turner, si je dis Ah pas oui, de sûrement, parce bêtises. que au final, le Charlie, on le voit pas tant que ça. Enfin, c'est un des personnages principaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de l'avoir vu tant que ça, ou en tout cas, dans des longues scènes de dialogue. Il y a sûrement ensuite quand il y a une autre scène assez importante qui est quand justement il lui demande de se marier avec lui quand ils sont sous la pluie à la fin du film, après qu'il l'ait enlevé, qu'il l'ait libéré des griffes de son grand-père. Mais c'est vrai que au final, c'est certainement sa scène où il parle le plus, quoi. C'est vraiment c'est son moment. Enfin et voilà. Après le deuxième, c'est l'autre scène dont je parlais, mais qui arrive un peu en dessous quand même. Donc moi j'ai trouvé le personnage en fait beaucoup. Mais tu vois là, ça m'a pas choqué. C'est en adéquation avec le personnage. C'est pas comme dans certains films de Nicolas Cage où t'as un personnage qui est tout à fait normal et puis d'un coup qui va avoir une crise de folie. Alors que là, bon, ça m'a pas choqué. Donc il en fait un peu des caisses, mais en même temps, ça me semble pas si incohérent que ça. Donc non, cette scène est bien et puis elle fait partie, voilà, de ces scènes qui sont bien écrites dans le sens où elles abordent des thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de film et qui se sert assez bien du postulat de revivre des choses pour pousser plus loin les thèmes en question. Donc c'est une bonne scène. Ouais. Si je devais revenir sur un moment que j'ai trouvé la performance de Cage assez bizarre, et on s'entend qu'on parle d'un film où il porte des fausses dents et où il parle avec un truc nasillard, là, donc tu sais, genre, je l'ai trouvé vraiment off. C'est cette scène bizarre où il joue cette chanson avec ce groupe de R&B. Ensuite, il va parler avec un mania de la musique, Ah oui. finalement, qui lui dit que genre non, ça marchera pas. Et la première réaction de Charlie Baudel, c'est de partir à rire. Ce que je peux comprendre cette espèce de rire nerveux que t'as quand quelque chose passe pas comme tu veux, mais j'ai trouvé ce rire vraiment très très off, genre vraiment très bizarre. Surtout que de l'autre côté, il y a l'autre gars qui continue à parler comme s'il s'en foutait complètement, puis on voit Nicolas Cage se décomposer. Finalement, ça c'était bien fait, mais le rire, je l'ai trouvé bizarre. Le rire, je l'ai trouvé vraiment bizarre. Et je pense que ça, c'est la seule chose qui m'empêche de trouver sa prestation parfaite, finalement.
Ouais, je suis assez d'accord. Cette scène, bon, après, elle est très courte, hein, donc, mais oui, là, c'était moins on a des questions avec le personnage, donc c'était plus bizarre. Ça choque un peu plus, ouais. Et je pense que je terminerai mon analyse complète de tout ce film en mode pauvre Kathleen Turner. Genre, vraiment. Parce que autant je trouve ça vraiment fun à regarder, je trouve ça vraiment fun à voir, puis je comprends, ben, en tout cas je pense comprendre ce qu'il a voulu faire, puis avec moi ça marche bien, ce côté, comme j'en ai parlé plus tôt là. Mais alors, oh là là, qu'est-ce que ça a dû être le bordel à tourner, oh. Je sais comme tu disais, elle en a parlé beaucoup, elle allait se plaindre à Coppola, je crois elle en a parlé dans des Mm, livres, il y a eu une histoire de diffamation entre eux parce qu'elle était vraiment énervée avec Nicolas Cage, mais je peux la comprendre, quoi. Parce que ça devait être compliqué, là, quand t'essayes d'être extra... Parce que beaucoup des passages avec elle et Charlie sont quand même plutôt dramatiques. C'est rare que ce soit genre drôle ou il y a des petits moments de joie de l'éviter genre mais il y a pas, c'est rare, tu vois. Et il y a des moments où tu dois te dire putain, quand surtout la scène bah justement dans le basement là, quand t'essayes d'être extrêmement dramatique et t'essayes d'aller puiser dans ces émotions que t'as au fond de toi, puis tout ce que t'entends c'est l'autre avec son truc nasillard et ses dents, puis qu'il essaye d'en faire des caisses. Bravo à Kathleen Turner d'avoir tenu mm. jusqu'au bout, quoi. Oui, puis qui fait une super performance sur tout le film, donc très bon personnage principal. Exact. Et bah, je pense que je terminerai vraiment en disant, bah... Non, mais là, c'est pour donner une Oui. note, quoi, parce qu'on donne une note sur Nicolas Cage, donc j'y mettrais parce que c'est toujours pas l'extrême, c'est toujours pas la folie incroyable, mais c'est très bien joué, c'est très propre, puis c'est quand même, tu sais, il a tenté des choses avec son machin, avec son nez et sa bouche, il a tenté il est juste, il est bien. Je lui mettrais un bon 9 sur 10. Ça me semble cohérent, ouais. Même si j'ai peut-être plus tendance à pencher sur un 8 et demi parce que je sais qu'il en a encore sous le pied. Ouais. Ben, dans ce cas-là, soyons fous et coupons la poire en deux, puis disons 8,5 pour Peggy Sue s'est mariée. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Vous pouvez nous suivre pour être au courant des prochains épisodes, mais pas que, parce qu'on poste régulièrement, que ça peut être des extrêmes, ça peut être des photos, ça peut être pas mal de choses. Donc suivez-nous sur Twitter, @CitizenCagePod. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook, en cherchant Citizen Cage. Voilà. Et puis pour écouter les épisodes, forcément sur iTunes, sur Spotify, sur YouTube aussi. Et puis si vous utilisez un logiciel de podcast particulier, hein, en nous cherchant, où il y a pratiquement 100% de chances de nous trouver, donc on est un peu partout. Merci encore, et puis la prochaine fois, de quoi on va parler, Alexis? La prochaine fois, ça va être Raising Arizona, Arizona Junior, des frères Cohen. Voilà, donc un film que j'ai hâte de voir, donc On a vraiment hâte. Ouais. voilà, excité déjà pour le prochain épisode. Et ben, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao.